Hop, donc là. Alors normalement, il risque d'y avoir ma mère comme participante, donc il faudra que je sois correct. Et... Bonjour à tous ceux qui Bienvenue à viennent tous. de nous rejoindre. On est déjà 23. Peut-être la maman de Vincent est parmi nous. Ah, je ne savais pas que ça avait commencé et qu'on était déjà live. C'est Vincent. Vous aléas du direct. Donc on est déjà 23. On est déjà 26 même. Super. Déjà 26, 27. C'est super, le compteur augmente. Donc, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On va juste attendre quelques minutes au cas où il y ait des retardataires. Voilà, donc normalement votre son n'est pas activé, c'est normal, mais ne vous inquiétez pas, à la fin de la session, il y aura une séance de questions et réponses et vous pourrez évidemment tous prendre la parole et nous poser toutes les questions que vous avez envie de nous poser. Vous pouvez également lever la main virtuellement. Donc à ce moment-là, je suis la petite voix Laura de Gooddeed. Je vous donnerai la parole si vous souhaitez interagir directement en live de vive voix. Voilà. N'hésitez pas à taper en tout cas sur la conversation si vous avez une quelconque question. Allez-y. Dans ces cas de story, on a la voix, nous, chez Google, on a la petite voix, Laura. Laura. Du coup, on est déjà 38, donc c'est top, ça augmente, c'est super. Très bien. C'est vrai que la ponctualité en télétravail, c'est quand même quelque chose. Ça marche vachement bien. En tout cas, on espère que vous nous entendez tous bien. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à laisser un petit message sur le chat. Mais normalement, on a testé les micros avant. Ah, je viens de trouver là où on avait le décompte des participants. Donc on est 42 participants. Très bien. Super. 42, nombre magique. Réponse à toutes les questions. Hop, donc vous pouvez en profiter pour prendre des verres d'eau, vos cafés, etc. Comme ça, ensuite, vous ne manquerez pas une miette de tout ce qui sera raconté par nos intervenants et l'équipe Gooddeed. Ah. Alors, bonjour à tous. On ne me voit pas. Alors, est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on ne me voit pas? Il me semble que c'est possible de modifier les visages à l'écran. Ah, Piracente. Très bien. Bon, on me confirme a priori dans l'oreillette qu'on me voit. Ce qui est une bonne nouvelle. Si vous en avez marre, vous pouvez me cacher, je pense. Il doit y avoir un système, un moyen. Ouais, on va peut-être même te mettre en mute si tu continues. Carrément. Bon, apparemment, on te voit. On est 52. On va juste attendre encore 2 minutes et puis on va pouvoir commencer. Donc voilà, on est un peu plus d'une cinquantaine. C'est top. Et on espère du coup que vous allez tous très bien chez vous et que le confinement se passe bien du coup. On aura cette problématique d'échange pendant tout le long du live, à part à la fin où on vous posera vraiment des questions et on attendra des réponses pour le coup. Là, en attendant, c'est vrai qu'on vous pose des questions, mais les réponses se font attendre. Vous pouvez toujours utiliser le chat si vous voulez d'ores et déjà nous poser des questions. Voilà. Exactement. Donc, on a Mobalib qui nous dit que tout va bien. Merci beaucoup. Donc, a priori. C'est sympa de répondre parce que c'est vrai que ça donne un peu l'impression de parler tout seul. Bon, ça m'arrive souvent dans la vraie vie, mais là, c'est encore plus fort. Je confirme. Ce genre de message. Bah, surtout en ce moment. Exactement. Ça s'est décuplé. Car au confinement. C'est une habitude qu'il va falloir perdre parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça va paraître un peu bizarre dans le métro lorsqu'on pourra ressortir. Oui, de continuer à parler tout seul, en effet. Bon, bah, du coup, merci Florent qui nous dit j'adore ce que vous faites. Bah, Alors, merci. Florent, est-ce Florent Le Turc? Si jamais c'est bien Florent Le Turc, vous pouvez mettre un oui, Florent. Si jamais c'est pas Florent Le Turc, ce n'est pas grave du tout. On accueille tout le monde. Oui, très bien. Donc, c'est bien Florent Le Turc. Donc, pour information, on a invité beaucoup de personnes du monde publicitaire lors de cet événement. Donc, il y a beaucoup d'annonceurs, Barilla. Enfin,
voilà, je ne citerai pas tous, mais beaucoup d'agences médias, d'agences de com aussi, notamment par les intervenants qu'on a fait venir, et certains utilisateurs. Et Florent Le Turc est le plus grand utilisateur Goodid, puisqu'il n'a pas raté une seule journée depuis. Peut-être que Florent, tu peux mettre le nombre de jours consécutifs auxquels tu as participé. Je crois que tu as fait plus de 1000 dons et quelques, peut-être plus. Donc voilà, on a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui le meilleur donateur Goodid de tous les temps. Merci Florent d'être là. 6711 dons. C'est un record absolu. Voilà. En fait, je fais au Goodid pour essayer de faire en sorte que les gens fassent des dons régulièrement aussi. Donc, c'est 1163 jours d'affilée. Il y a un système de gamification pour gagner des points. Et donc, Florent a gagné beaucoup de points du coup. Donc, voilà. Bon, super. Écoutez, on est à 62 participants, donc merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Je vois qu'il y a une personne qui a fait 220 bonnes actions et qui a soutenu 30 projets, qui ne se sont pas très assidus, mais si, c'est déjà super bien. C'est génial. Non, c'est génial. C'est comme ça. Du coup, on va pouvoir démarrer ce Good Live. Donc, déjà, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, peut-être que je me répète pour les autres, je suis désolée, mais déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. On espère vraiment que vous allez bien et que vous et vos proches êtes en bonne santé. Du coup, pour vous donner en fait un petit peu de contexte, les raisons pour lesquelles on a décidé d'organiser ce Good Live aujourd'hui, donc sur le sujet comment prendre la parole dans le contexte actuel, elles sont multiples. La première raison, c'est qu'on a vu depuis le début de la crise beaucoup d'élan de solidarité et d'initiatives responsables et collaboratives se mettre en place. La seconde raison, et c'est une conséquence, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont envie d'agir, mais en étant chez eux et confinés, ils ne savent pas toujours comment faire. Et la troisième raison qui concerne un petit peu plus le marché de la publicité, et notamment de la publicité digitale, c'est qu'il y a un réel décalage aujourd'hui entre l'offre et la demande de publicité. On reviendra un petit peu plus sur ce sujet. En fait, on a énormément de gens qui se retrouvent chez eux, derrière leurs écrans, donc des audiences encore plus larges que d'habitude, mais finalement, quasiment pas, ou en tout cas très peu de publicité pour derrière remplir les éditeurs des inventaires, les inventaires des éditeurs, pardon. Et du coup, c'est pour ça que nous, on pense chez Goodid, quand c'est possible, évidemment, ça c'est important, mais quand c'est possible, qu'une marque doit continuer de communiquer si elle peut le faire. Et en fait, on imagine que si vous êtes là aussi aujourd'hui à suivre ce webinaire, c'est parce que vous êtes beaucoup à vous poser la question. Du coup, est-ce qu'en ce moment, je dois communiquer? Est-ce que je ne dois pas le faire? Et il y a certaines marques, parfois à l'autre bout du monde, qui ne se sont pas du tout posé la question de est-ce qu'il fallait le faire ou pas? Et on va vous en montrer un petit exemple. Voilà, hop. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien la vidéo. Donc désolé, on n'a pas intégré les vidéos directement dans la présentation parce que sinon ça a ramé. Donc on préférait avoir un petit peu plus de fluidité. Donc voilà un exemple d'une marque qui a continué de communiquer. Tentative d'humour en Égypte avec une métaphore au ras des pâquerettes, voire bien en dessous. إلا برج واحد دلوقتي أهم وقت يفضل فيه واقف. البرج ده برجك أنت. حباية إيريك تانيس هتخلي برجك واقف 36 ساعة. Donc voilà, du coup, une publicité, vous l'aurez vu, pour une marque de Viagra en Égypte. En tout cas, ça nous a fait plutôt rire. Voilà, c'était histoire de détendre un tout petit peu l'atmosphère. En tout cas, on remercie nos amis de Culture Pub pour cette belle trouvaille. On vous entend tous rire derrière votre écran, évidemment. Voilà. on vous entend rigoler. En tout cas, pour répondre aujourd'hui du coup à la question qui nous concerne et qui est comment prendre la parole dans le contexte actuel et comment communiquer utile, on a la chance d'avoir plusieurs intervenants qui participent aujourd'hui, notamment Vincent Reynaud-Lacroze qui est directeur général adjoint chez We Are Social, qui va donner du coup son point de vue côté
agence et côté contenu. On aura aussi le témoignage du coup côté annonceur avec Aurélie El-Saïr pour la marque Alliance Travel. Et enfin, et c'était vraiment important pour nous aujourd'hui, aussi un retour d'expérience côté associatif avec Clémence Loras, du coup, qui est responsable du développement des entreprises chez Médecins Sans Frontières. Et puis, ce sera ponctué de certaines interventions de la part de la team Good Deed, donc notamment Elvire, qui gère les campagnes et qui va pouvoir nous donner un retour un peu opérationnel. Moi-même sur la partie marque, et enfin Vincent, à qui je vais laisser, donc notre Vincent de Good Deed, à qui je vais laisser la parole pour commencer. Eh ben, merci beaucoup Jenny et bonjour à tous. Du coup, donc on est à peu près 70. Donc d'abord, merci à tous les intervenants. Donc Vincent, qu'on connaît maintenant depuis 2 ans, je pense quelque chose comme ça, qui nous a beaucoup aidé avec ses équipes We Are Social il y a à peu près à cette période sur l'influence et tout. Aurélie, donc on est très fiers aussi de t'avoir. Ça fait, je pense que ça doit faire 3 ans et demi, quasiment, enfin, plus de 3 ans en tout cas qu'on travaille ensemble. Donc Aurélie qui est une de nos plus vieilles clients, enfin Alliance Travel, qui est l'un de nos plus vieux clients. Aurélie, attention. Mais du coup, on est vraiment très contents parce que c'est une marque qui nous a accompagnés vraiment au tout début et qui nous a vraiment fait confiance, notamment grâce à l'impulsion de l'équipe d'Aurélie. Et Clémence, du coup, Médecins Sans Frontières, qui est un partenaire qu'on a seulement récemment, mais pour lequel on a déjà beaucoup travaillé. Il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent à se mobiliser pour eux, donc on est aussi ravis d'avoir Clémence du coup parmi nous. Et donc, merci aussi à tous de participer ici en tant que spectateurs. C'est pour nous, en tout cas, c'est vraiment important de voir qu'il y a autant de monde qui sont mobilisés sur le sujet. Parce que, pour la petite histoire, moi, quand j'ai commencé il y a 5 ans, donc l'équipe n'était pas aussi vaste chez Good Deed. Et c'est vrai que le sujet même de la publicité de responsable, de la communication responsable, n'était pas du tout un sujet aussi plébiscité qu'il n'est aujourd'hui. Je pense que si j'avais essayé de faire un webinaire dans ma chambre tout seul il y a 5 ans, globalement, voilà, j'aurais fini sur un live YouTube tout seul, en bref. Donc c'est vraiment cool en tout cas de voir qu'on arrive à mobiliser aussi rapidement, ça fait une semaine à peine qu'on a lancé l'événement, sur ce sujet. Et donc, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on fait ça, Good Deed? Pourquoi est-ce qu'on lance ce webinar sur la communication en ce moment et sur l'après? Tout simplement parce que depuis qu'on a lancé le modèle de Good Deed, on est vraiment entre à la fois des assos qui se mobilisent tous les jours sur le terrain, qui demandent et qui attendent des dons aussi pour pouvoir se mobiliser, qui sont gages de cette solidarité et d'utilité publique en France et à l'international. Des entreprises qui veulent se mobiliser de plus en plus. C'est quelque chose qui est attendu de la part des consommateurs, de la part des collaborateurs, de la part des jeunes générations, etc. Et à la fois des internautes, des citoyens en fait, qui se mobilisent sur notre plateforme. Donc, on a plus de 350 000 inscrits sur Good Deed, des membres de notre communauté qui veulent agir. Ce sont plutôt des jeunes entre 15 et 50 ans qui veulent se mobiliser. Et en fait, pour nous, avoir cette position au cœur entre des assos qui se bougent tous les jours pour changer le monde, des entreprises et des communicants qu'on a en face, nos interlocuteurs, qui veulent aussi changer les choses en externe, mais aussi en interne dans leur entreprise, et des internautes, déjà, c'est une émulsion qui est super sympa à avoir tout au long de l'année, qui est croissante depuis 5 ans, et là, en ce moment, depuis 1 mois, qu'on voit qui est extrêmement intense, qui s'est vraiment intensifié, par évidemment le contexte. Et du coup, pour nous, c'était important de prendre la parole et d'échanger aussi tous ensemble pour essayer de témoigner de cette mobilisation des acteurs associatifs, des entreprises, des internautes. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que les sujets de responsabilité des entreprises, qui est plutôt quelque chose qui est aujourd'hui acté, l'entreprise a un rôle qui la dépasse, pas seulement économique, mais un rôle pour la société, pour le bien commun. Ce rôle, il est de plus en plus attendu, et on l'a vu encore aujourd'hui par ce contexte. Finalement, les entreprises ne communiquent quasiment plus que sur ce rôle, c'est-à-dire plus que sur cette utilisation et cette utilité qu'ils ont pour le bien commun, plutôt que sur leurs produits. Et en fait, on remarque avec Good Deed, je vous expliquerai un petit peu plus le modèle, parce que la dernière fois, on avait fait tout un webinaire ou un workshop, et on nous avait reproché justement en fait, à la fin, on nous a dit, mais qu'est-ce que vous faites en fait concrètement? Vous avez fait parler des gens, mais c'est quoi votre truc? Du coup, j'en parlais juste un petit peu après. Mais on se rend compte que lorsque la marque arrive à démontrer son utilité pour le bien commun, elle crée une sympathie auprès de l'internaute et du consommateur qui est bien plus forte. Et du coup, il sera plus enclin après à acheter ses produits, etc. Et nous, notre conviction avec Good Deed, c'est que l'entreprise a un rôle au sein de la société, qu'elle a énormément d'influence et que finalement, que ces sujets de responsabilité, ils viennent de plus en plus entre les mains des communicants et plus seulement des
directeurs généraux, des directeurs RSE, etc., comme ça a été très géolocalisé pendant beaucoup de temps, bah, c'est très bien. Parce que les communicants, ils ont un pouvoir, ils ont des expertises, des métiers et des budgets qui sont vraiment massifs par rapport, malheureusement encore, au directeur RSE ou à la direction RSE. Donc, en fait, on a la capacité, en tant que communicant, de pouvoir influer en externe et en interne de manière massive. On a une sorte de bazooka pour faire changer les choses si cette arme est bien utilisée et utilisée dans un objectif, dans une optique positive, disons. Donc l'entreprise peut être moteur de changement et on pense chez Goodid, on a vraiment cette intime conviction que ça doit se faire dans tous les secteurs d'activité de l'entreprise, ça doit être distillé un petit peu partout et la communication clairement doit s'emparer en partie de ce sujet parce qu'elle a un rôle et une possibilité de faire changer les choses de manière beaucoup plus rapide que d'autres activités et beaucoup plus efficace. Pour revenir un petit peu à ce qu'on a fait avec Goodid, donc nous, notre vision, c'est de permettre à tout le monde de faire des dons à des assos grâce à la publicité. Donc sur Internet, il y a beaucoup de choses qui sont gratuites grâce à la publicité. Je peux aller sur Le Figaro, Le Monde, L'Express, je peux accéder à Facebook, je peux accéder à plein de services gratuitement grâce à la pub. Donc nous, tout bêtement, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire des dons à des associations aussi de la même manière, gratuitement grâce à la pub. Et donc, comme vous voyez sur l'écran, on a juste inventé ce format où il y a l'internaute qui se voit indiquer qu'en regardant cette publicité, il peut faire un don. Donc là, par exemple, c'est Intermarché qui finance en ce moment une campagne pour Ferme d'Avenir. C'est en lien avec le coronavirus parce on soutient une association d'agriculteurs en fait, qui sont un petit peu en difficulté en ce moment. Et donc là, l'internaute voit que grâce à Intermarché, il peut faire un don. Et derrière, en regardant la pub, le don est généré, on reverse l'argent à l'association. Et on voit derrière qu'en fait, l'association entre une valeur positive de l'asso et la marque fait gagner énormément de positivité derrière à l'entreprise. Voilà, ça c'est un petit peu pour ce qu'on fait. Aujourd'hui, du coup, on est très content de vous avoir et je vais laisser la parole en fait à Elvire qui s'occupe de manière opérationnelle des campagnes des annonceurs et qui va vous parler un petit peu de tout ce qu'on a vu nous en tant que régie, en tant qu'éditeur, de ce qui a été en fait fait par les annonceurs, par les agences médias. Il y a eu plusieurs périodes tout au long de cette crise et c'est assez intéressant de témoigner nous en interne de ce qu'on a vu. Voilà, Elvire, je te laisse la parole et merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui, même si on ne vous voit pas, ce qui est un peu dommage, mais bon, tant pis. Du coup, avant de commencer justement sur ces phases, je voulais rappeler que nous, chez Goodid, on diffuse ces publicités des annonceurs sur deux environnements bien différents. C'est-à-dire qu'on va avoir notre environnement Goodid, où nous, on a un site et une application sur lequel notre communauté, qui maintenant est de 350 000 membres, peut faire ses dons en visionnant des publicités. Et on diffuse également via ce qu'on a appelé le Good Network. Et le Good Network, en fait, c'est le fait d'aller diffuser le format que Vincent vient de vous présenter chez des éditeurs. Donc, ça peut être Le Monde, L'Express, tout plein d'éditeurs. Et en fait, pour aller diffuser chez ces éditeurs, nous, on travaille avec des régies partenaires qui vont être des acteurs tels que Tids, Dynamic, Positiver, Dailymotion et ce type d'acteurs. Du coup, c'est vrai que nous, dès la première semaine, quand on a du confinement, le premier réflexe qu'ont eu la plupart des marques a été de mettre en stand-by l'ensemble de leur communication. Du coup, là, de notre côté, ce qu'il a fallu mettre en place, en fait, c'est toute une pédagogie pour justement continuer finalement de communiquer, mais de la bonne façon et sur les bons médias. Du coup, pour commencer sur les médias, on n'a pas du tout été bloqué, nous, sur la partie justement environnement Goodid, parce que la clé d'entrée, en fait, nous, sur nos environnements, c'est vraiment les projets solidaires. Et il était dommage, en fait, de la part des marques de couper ces communications auprès de notre communauté qui vient, en fait, de leur plein gré consommer cette publicité et pour effectuer des dons pour les associations. Sur cette partie Goodid, on a été très peu impactés finalement. Et ensuite, il a fallu les accompagner, notamment sur cette partie éditeur. Là, il a fallu les rassurer sur la brand safety notamment, sur le fait que ces publicités ne seraient pas diffusées dans des articles mentionnant le Covid, la crise, etc. Et du coup, continuer à diffuser sur ces éditeurs qui, comme vous l'a dit Vincent en introduction,
finalement, en fait, permettent la gratuité du web. Et il est important aussi pour nous d'être solidaires avec eux et de continuer à diffuser. Sachant que c'était aussi intéressant d'un point de vue marque, puisque beaucoup ont stoppé leur communication, et que c'est vrai que nous, avec le format solidaire Goodid, ça nous permettait en fait de pouvoir continuer à communiquer et d'être bien perçus. Et en plus de ça, ça nous donnait accès à un volume d'inventaire très, très large, puisque beaucoup de marques avaient stoppé justement leur communication. Et donc, et qu'en plus, les personnes étant confinées chez elles étaient beaucoup devant leur écran, et du coup, le temps d'attention finalement augmentait. Donc là-dessus, c'est vrai que sur toutes les campagnes qu'on avait déjà en cours, on a été mis en stand-by sur certaines pendant 1, 2, 3 jours, le temps qu'ils prennent des décisions aussi de leur côté annonceurs. Mais finalement, aujourd'hui, avec le recul et maintenant qu'on a terminé ces campagnes et qu'on a fait les bilans justement avec nos différents clients, beaucoup nous ont dit que Goodid avait été la seule ligne finalement sur l'ensemble de leur plan média qui avait été conservée pendant cette période de crise. Ensuite, la deuxième phase qu'on a eue, en fait, ça a été une phase où on s'est retrouvé avec beaucoup de briefs entrants d'annonceurs qui justement souhaitaient reprendre la parole grâce au format Goodid, puisqu'il y avait la possibilité de communiquer tout en ayant un impact positif pour des associations. Et donc là, ces communications ont été faites de plusieurs façons en termes de contenu cette fois-ci. Et là, on va vous montrer quelques exemples. Donc, tous les secteurs ont pu en fait continuer de communiquer. Il s'agit seulement d'adapter le message finalement. Comme vous pouvez le voir ici, on va vous montrer le film de Jules qui en fait a repris un spot déjà existant en changeant uniquement le message de fin. On leur a créé un habillage aussi en retour de vidéo sur lequel on mettait en avant les hashtags restez chez vous, ça pouvait être aussi solidarité Covid-19, c'est un hashtag un peu universel. Et donc, Jenny va vous montrer, là en lançant la vidéo, à quoi peut ressembler une communication qui a été faite pendant cette période. Ça, c'est une campagne qu'on a lancée après 2 semaines après le début du confinement. On a également eu un de nos partenaires, qui est la Banque Postale, qui a lancé aussi rapidement une campagne en soutien aux hôpitaux de Paris, où là, de la même façon, ils ont repris un spot déjà existant, qui sont venus en fait changer les sous-titrages. Et de la même façon, on leur a construit tout un habillage pour rappeler aux gens de s'engager. Et ici, c'est seulement en regardant une pub pendant 20 secondes sur l'environnement de vie. Je vous laisse regarder aussi ce spot. Vous promenez avec un lama, saoulez tout le monde en soirée, montrez vos fesses à toute la plage. En ce moment, vous n'avez pas le droit. Mais tous ensemble, on a le droit d'aider le personnel médical et hospitalier en respectant les gestes barrières et en restant chez nous. C'est ça, être citoyen. La Banque Postale. Et enfin, je vais vous montrer un dernier exemple qui est celui d'Intermarché que mentionnait Vincent en introduction. Donc là, Intermarché, je pense que vous avez été beaucoup ciblés, que ce soit sur n'importe, enfin, sur plein de canaux. Ils n'ont jamais stoppé leur communication. Et là, avec Goodid, ils se sont engagés justement avec une association qui accompagne les agriculteurs qui sont en difficulté en ce moment. Et de la même façon, en ajoutant sur un spot qui existait déjà, un message juste pour nos agriculteurs français. Non, j'aime pas. Goûte-moi. Non. Pour te dire je t'aime, faut vivre à tes genoux, te lire des poèmes, faut bien être fou, mais moi je sais quand même que pour toujours je t'aime, je t'adore malgré tous tes défauts. Je t'aime trop, t'aime trop, t'aime trop. Tu es dans mes rêves, ton image est partout.
Je ne suis plus le même car tu m'as rendu fou. Mais moi je sais quand même que je t'adore malgré tous tes défauts. On remarquerait qu'ils ont aussi changé la baseline de leur logo, qui était avant tous unis contre la vie chère et qui là s'est transformé en seulement tous unis. Du coup, voilà, avec des petites astuces comme ça, il y a moyen de partir de l'existant pour finalement pouvoir communiquer dans ce temps de crise. D'autres, comme Alliance a pu le faire, et je pense qu'Aurélie vous en parlera mieux que moi, ont pris la décision de créer un nouveau film témoignage pour justement diffuser dans cette période assez spéciale. Je laisserai Aurélie en parler. Et donc voilà, on a eu beaucoup d'annonceurs qui se sont engagés pendant cette période. En termes de contenu, maintenant je vais laisser la parole à Vincent Reynaud, du coup, pour nous dire ce qu'il a pu voir lui aussi de son côté et avec l'expertise que peut avoir aussi We Are Social sur les contenus vidéo. Bonjour à tous et déjà merci Vincent et toute l'équipe Goodid de m'avoir invité à ce premier webinaire Goodid. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on vous accompagne et on aime beaucoup Goodid parce que je dirais qu'ils ont réussi à réinventer un système et une économie de manière extrêmement intelligente et pertinente. Et ça s'inscrit, je dirais, dans une tendance de fond qui est comment on réussit aujourd'hui à changer les règles de l'économie de marché pour la rendre plus solidaire, plus intelligente et aussi plus bienveillante. Si je reviens sur les exemples qu'on vient de voir, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le besoin de communiquer des marques, après la phase de sidération qu'il y a eu des premiers jours de confinement, il est toujours vivant. Maintenant, ces communications de marque, elles doivent fatalement être changées et être réanglées au prisme du contexte actuel. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux premiers exemples qu'on peut voir, c'est que finalement la marque, dans le cas de la Banque Postale et encore même plus dans l'exemple de Joule, elle n'a pas forcément un rôle très concret en tant que distributeur de vêtements et de fabricant de vêtements. Mais en revanche, elle se dit comment elle peut participer à l'effort de guerre et simplement en relayant le message de distanciation sociale. Et donc, du coup, de passer au filtre de son identité de marque un message sanitaire et du coup, de participer à son humble niveau à promouvoir des bonnes pratiques. Ce qui est fait également aussi dans l'exemple de la Banque Postale avec… En plus, c'est drôle, dans la Banque Postale, ils réussissent aussi, là je salue la prouesse de production qui est aussi comment on réussit finalement dans un temps extrêmement court, avec très peu de moyens de production disponibles, puisqu'on est aussi dans une époque où les productions sont évidemment atones, il est plus possible de produire, de malgré tout réinventer son message et de le rendre pertinent à l'aune de cette nouvelle séquence. D'ailleurs, pour la Banque Postale, d'habitude, pour info, pour ceux qui ne connaissent pas le spot, c'est vous avez le droit et pas vous n'avez pas le droit. Habituellement, tous leurs slogans, etc., sont tournés autour de vous avez le droit. Donc, effectivement, ils l'ont changé de manière hyper rapide. Et connaissant bien leurs équipes, ils étaient un peu en folie, effectivement, pour pouvoir le faire. Et donc, c'est cool. Et donc, effectivement, on vit une période charnière où ce qui est aussi intéressant dans les exemples qu'on voit, c'est que c'est des catégories qui sont très différentes. Nous, on le voit aussi en tant qu'agence que tous les secteurs aujourd'hui sont impactés. Tous les secteurs doivent aujourd'hui repenser, alors à des niveaux plus ou moins forts selon le secteur d'activité. C'est sûr que dans l'automobile, dans l'aérien, c'est d'autant plus drastique le changement puisqu'il y a un vrai impact économique pour eux. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tout annonceur est concerné par cette crise et doit repenser sa manière de communiquer. Et nous, en tant qu'agence, forcément, ça a soulevé énormément de questions de nos clients, de nos prospects. D'abord, qui a été effectivement comment agir à court terme, comment répondre aux besoins immédiats de nos consommateurs, de nos usagers. Et puis aussi, très vite, se sont posées les questions de l'après-crise, de se dire que le monde d'après sera forcément très différent de celui d'aujourd'hui. Qu'en plus, cette après-crise, il ne va pas se faire du jour au lendemain, ça va être très diffus. On a énormément de mal aujourd'hui
de l'identifier dans le temps, d'identifier les séquences qui vont arriver après ce fameux 11 mai qui sera un point de départ vers une très longue séquence. Ce qui est certain, c'est qu'il va y avoir des transformations à long terme dans les attitudes, dans les comportements des consommateurs, et que le rôle et le rapport aux marques va aussi forcément changer. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de questions, et on le dit d'ailleurs aussi, nous, humblement, en tant qu'agence, on n'a pas encore toutes les réponses à ces questions, mais on essaye aussi, nous, d'éclairer nos partenaires et de les enrichir de nos réflexions. Alors, on a la chance, nous, d'être dans une agence où on est en connexion permanente avec les gens, puisqu'on agit sur les réseaux sociaux, donc on reçoit aussi des signaux faibles, on reçoit aussi beaucoup d'études qui nous montrent aussi des changements de comportement, des changements d'attitude, de rapport aux marques qui permettent aussi de commencer à réangler des stratégies. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les marques aujourd'hui sont toujours bien présentes dans la vie des gens. Les marques de grande conso sont même encore plus présentes. Enfin, moi, en tant que consommateur, je ne suis jamais autant allé dans un supermarché que depuis un mois. Et que dans notre vie confinée, les marques, elles jouent aussi un rôle utilitaire, mais aussi un rôle de réconfort. On voit que les marques de divertissement ont réussi à se réinventer, ont réussi à communiquer autrement parce qu'elles participent aussi à vivre, à ce que notre vie de confinée soit quand même un peu moins morose et un peu plus vivante. On dirait qu'on revient plus à l'utilité première de la marque et de l'entreprise plutôt qu'à ses produits habituellement. Et après, pour rebondir sur ce que tu disais juste avant, là, moi, j'ai vu paraître aujourd'hui et hier plusieurs articles sur des queues immenses devant les McDonald's qui ont réouvert parfois en France ou des boutiques Hermès qui auraient réalisé en Chine plus de chiffre d'affaires que même auparavant en une journée. On voit un changement, moi aussi, parce qu'on est avec Goodid au milieu de des assos, des entreprises qui veulent faire bouger les choses et des internautes aussi. Mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va être massif et qui va être une lame de fond pour le futur et qu'il y a un clivage maintenant? Alors, pour le futur, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est on sent qu'il y a des marques aujourd'hui, et pour moi, l'exemple d'Intermarché, il est intéressant, qu'elles ont aujourd'hui une forme de rôle d'utilité publique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, effectivement, on est dans une société où, effectivement, il y a eu beaucoup de défiance envers les marques, et particulièrement même envers les distributeurs. Et en tout cas, aujourd'hui, ils ont leur rôle et leur responsabilité est clairement engagée dans la crise actuelle. Et ils ont ce rôle quand même d'utilité qui est incontestable. S'il y avait pas, si les supermarchés aujourd'hui n'étaient pas ouverts, ça serait quand même bien compliqué. Et si on ne pouvait pas se réapprovisionner, ça serait aussi bien compliqué. Après, sur le long terme, très honnêtement, aujourd'hui, l'onde de choc est tellement forte qu'on a encore un peu du mal à mesurer comment ça va changer le rapport aux marques. Ce qui est certain, c'est que les marques vont être davantage jugées sur leurs actions que que l'action va précéder davantage la communication. Tu l'as dit tout à l'heure en introduction, ça fait longtemps que les marques se donnent des rôles, des grandes missions pour la société. Je dirais que plus que jamais aujourd'hui, ces grandes missions dont elles se sont arrogées depuis quelques années, c'est maintenant ou jamais qu'elles doivent les exercer. Et en ce sens, effectivement, elles doivent aussi communiquer sur ces missions et sur les actes qu'elles sont prêtes à engager pour pouvoir avoir leur rôle dans leur effort de guerre. Si je reviens un peu d'ailleurs sur le rôle qu'ont pu avoir les marques, effectivement, vous l'avez dit en intro, c'est que nous, on a pu observer que leur premier rôle aux marques, c'est bête de dire ça, mais ça a été de se taire. Se taire effectivement pendant cette première séquence qui a duré une semaine, où les marques effectivement ont arrêté de manière assez radicale de communiquer. On n'avait jamais vu ça parce que les conditions d'écoute n'étaient plus possibles. On était dans une phase de sidération. On découvrait que toute notre économie était au point mort. Les usines étaient à l'arrêt, les avions étaient cloués au sol. On a pu le voir aussi, ça a été une séquence d'une série noire d'annulation en série d'events dans lequel les marques ont tous leur rôle à jouer. Et globalement, même aussi dans ce qu'on a pu écouter, nous, comme signaux à l'agence, les gens n'avaient pas envie d'écouter les marques. Ils considéraient que ce n'était pas leur rôle aujourd'hui de prendre la parole, enfin en tout cas dans cette séquence-là, de prendre la parole. Et donc, la place était plutôt à des discours officiels, des discours aussi
de responsabilité. Mais très vite, il y a eu cette phase de résilience qui est apparue, dans lequel il y a eu un retour à une dynamique progressive de consommation, mais aussi de communication. Et on a eu besoin d'écouter les marques. Et nous, on le voit d'ailleurs sur le social, sur le social media, où on a un rapport très immédiat et très direct entre les gens et les marques. Et on a vu des niveaux d'engagement très forts entre les marques et les audiences. Jamais les gens ont autant conversé, et pas uniquement pour clouer les marques au pilori, mais aussi et surtout pour leur poser des questions sur leurs services, sur leur manière dont, notamment sur les marques servicielles, dont le service pouvait évoluer, comment elles allaient s'adapter à cette nouvelle situation. Donc il y a un lien qui s'est recréé et qui a été renforcé avec la crise. Et à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, les marques ont eu, en tout cas les plus intelligentes d'entre elles, se sont dit qu'il fallait qu'elles participent à l'effort de guerre et qu'elles fassent évoluer leur offre. Et là, il y a eu beaucoup d'exemples de marques qui ont effectivement été dans une nouvelle forme d'action, qui se sont dit, effectivement, on vit un temps exceptionnel et qu'il faut que de manière exceptionnelle, on fasse preuve de générosité, on fasse évoluer notre offre. Une des premières a été Canal+, qui a offert pendant un temps une partie de ses services, mais très vite, il y a eu l'initiative d'LVMH, qui d'ailleurs, en termes d'actes de communication, a été minimaliste, puisque ça a juste été un communiqué de presse lorsqu'ils ont mis à contribution leur usine Guerlain pour produire des gels hydroalcooliques. Ou d'autres exemples comme Chanel, qui a renoncé au chômage partiel et qui a préféré que ses ouvriers et ses ouvrières travaillent à l'élaboration de masques. Et on a eu comme ça une succession d'actes extrêmement forts d'annonceurs, de distributeurs qui se sont dit, voilà, il fallait… et c'était, en tout cas, nous, on l'a décodé, moi, je le dis en tant que consommateur, de manière assez sincère et engagée. Je pense aussi à la Maïf, qui a décidé de reverser, je crois, près de 100 millions d'euros à ses sociétaires, puisque, effectivement, dans un contexte où il y a moins d'accidents de la route, effectivement, il y a une forme de redistribution qui a pu s'opérer. Et donc, effectivement, ça a été assez fascinant de voir que l'offre et les services des marques ont drastiquement évolué. Là où je voulais revenir, c'est quand même sur un point qui a été évoqué, qui est de se dire que c'est que tout ça, c'est d'abord des actions de marque. Et je lisais ce matin un article de Jean-Marie Dru qui disait on parlait beaucoup de raison d'être des marques avant. Et en fait, là, maintenant, on parle de raison de faire des marques. C'est-à-dire que l'action précède la communication. Et aujourd'hui, nous, quand on a des annonceurs qui viennent nous voir et qui veulent nous demander de communiquer, évidemment, on est là à les encourager, à les aider à adopter le bon discours. Et une des premières questions qu'on leur pose, c'est qu'est-ce que vous faites de manière très concrète ? Quel engagement aujourd'hui vous avez pris en tant qu'industriel pour avoir un rôle responsable dans cette séquence. Voilà. Et dernier point, au-delà de l'action, on voit aussi qu'il y a aussi des nouvelles formes de communication qui s'opèrent, que aussi le besoin de divertissement et d'évasion des consommateurs, il est plus que jamais vivant. Donc, elles ont aussi besoin de la publicité comme divertissement. C'est d'ailleurs on le voit même depuis ce mois de confinement, comment les discours évoluent de manière plus progressive, où on est capable d'avoir un peu plus de second degré par rapport au contexte qu'on peut vivre aujourd'hui. On l'a vu la semaine dernière avec Burger King qui propose dans un post sur Twitter la liste de ses ingrédients pour recréer chez soi le Whopper, où la marque continue de cultiver une forme un peu d'autodérision qu'elle est capable d'avoir, et en même temps de montrer que la situation est tellement exceptionnelle qu'elle est prête à révéler une forme de secret de fabrication. On a aussi des marques qui en tout cas sur le social media, font preuve davantage de légèreté, en tout cas qui essayent de trouver une bonne tonalité pour répondre aussi à ce besoin de divertissement que peuvent avoir
dont peuvent avoir besoin les audiences. Les plateformes de streaming aussi ont ouvert en partie, un peu comme Canal+, aussi une forme de gratuité dans ce contexte-là. Et dernier point aussi, tu le disais aussi, Vincent, à juste titre dans ton introduction, qui est pour moi un point important, c'est comment aussi on profite de cette séquence pour recréer des liens beaucoup plus forts entre les marques et les audiences. Et effectivement, c'est un moment aussi où en communiquant sur des actes ou sur des engagements qui ne sont peut-être pas nécessairement liés de manière très directe aux produits ou aux services, on peut en tout cas créer un lien plus fort, plus durable et qui permettra aussi de créer un engagement sur du plus long terme entre les marques et les consommateurs. Donc juste pour finir, maintenant aussi l'enjeu, il est évidemment de préparer la reprise. On a tous l'espoir d'un fort rebond et de se dire que cette séquence, c'est aussi l'occasion de nouer cette nouvelle forme de relation et que maintenant aussi, il faut pouvoir aussi anticiper les attentes de consommateurs qui vont être fatalement très différentes, dont la relation aux marques va vraiment changer. Il y a des tendances de fond qui vont sans doute s'affirmer, sans doute une valorisation de l'économie locale, des tendances de fond qui étaient déjà très présentes, de la place de l'environnement dans nos choix de consommateurs qui vont aussi s'affirmer. Mais également aussi, je pense aussi la conscience d'une société qui est aussi plus fragile, qui va aussi peut-être valoriser aussi davantage de besoins essentiels, en tout cas de retour à des valeurs plus essentielles. Et en tout cas, on peut espérer qu'il y a aussi un retour à des valeurs plus humaines et plus solidaires qui donneront davantage de place à des initiatives comme celle de Goodie dans ce monde d'après. Merci beaucoup Vincent. Effectivement, ce qu'on voit, c'est que comme tu disais, les marques se montrent utiles. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs études, dont on va parler de Jenny après, notamment de Kantar, qui montrent que les consommateurs, lorsqu'elles trouvent de l'utilité dans la communication des marques et qu'elles trouvent les marques utiles, et en ce moment, on est un peu dans ce paroxysme où les marques qui se sentent légitimes et qui sont utiles pour les consommateurs le démontrent. Donc ça, finalement, les consommateurs leur rendent bien. Et nous, ce qu'on pense, c'est vrai que ce serait bien que ce soit tout au long de l'année. Il y a plusieurs marques qui arrivent à se démarquer comme ça et justement tout au long de l'année à se montrer légitimes sur leur utilité. Et du coup, c'est comme ça que les consommateurs leur rentrent derrière aussi. Leurs collaborateurs aussi d'ailleurs, leurs partenaires, etc. Donc, je crois que maintenant, c'est à Aurélie. Jenny, je te laisse la parole du coup pour cette superbe transition. Du coup, merci au Vincent de nous partager leurs expériences. Et c'est vrai, Vincent, côté We Are Social, tu nous expliquais que encore plus que jamais, l'action, elle est encore plus importante que l'intention. Et qu'il ne faut pas seulement dire ce qu'on fait, mais plutôt faire ce qu'on dit. Et du coup, qu'une marque peut créer des relations plus durables avec ses consommateurs grâce notamment à des enjeux, à plus d'engagement et plus de solidarité. Et du coup, pour illustrer ces propos, on va en discuter avec Aurélie de chez Alliance Travel. Du coup, déjà, merci Aurélie d'être avec nous aujourd'hui pour témoigner. Première question, comment la crise impacte Alliance Travel et son activité aujourd'hui? Alors, tout d'abord, bonjour à tous et donc merci de m'avoir conviée à ce webinaire. Alors, évidemment, nous, chez Alliance Partners, qui est l'entité, et Alliance Travel, qui est la marque commerciale en fait de la partie voyage, évidemment, nous, on est très impactés par cette crise, puisque nous, notre métier, c'est d'assister les gens en voyage. Donc, là, dans la mesure où les gens, de toute façon, ne peuvent plus voyager, on a une activité qui est particulièrement forte. Et avant cette interdiction, on avait évidemment de nombreux clients assurés qui étaient à l'étranger, qui étaient parfois malades, qui étaient parfois en tout cas inquiets, et donc il fallait prendre en charge et rassurer. Donc effectivement pour nous, une activité qui est touchée de plein fouet par cette crise. On a déjà connu beaucoup de crises, toutes les crises en fait liées au tourisme nous impactent de plein fouet. Donc c'est pas la première crise qu'on vit, on a vécu le volcan, on a vécu le SRAS, on a vécu
voilà, un certain nombre de choses, mais c'est vrai que jamais d'une telle ampleur. Et c'est vrai que ça nous place dans une situation qu'on n'avait jamais connue auparavant. Et du coup, sur quel sujet aujourd'hui vous vous sentez Alliance et ses marques légitimes de communiquer? Alors, c'est vrai que la question s'est posée. Alors, je dirais effectivement, une fois passée la période un peu de sidération, je trouve que c'est tout à fait le bon terme à utiliser, et aussi une période aussi d'organisation logistique, parce que nous, on a des activités sur lesquelles on doit assurer une continuité de service 24 heures sur 24. Donc, il n'est pas question pour nous que les activités s'arrêtent même pendant cette période. Donc, une fois passé cette phase de dire déjà comment concrètement on organise nos équipes, assez rapidement après est venue cette idée de dire quand même comment on prend la parole malgré tout dans ce contexte. Alors évidemment, d'habitude, nous, on communique beaucoup sur l'assurance voyage, sur pourquoi prendre une assurance voyage, pourquoi c'est utile de prendre une assurance voyage, c'est important. Donc là, évidemment, on n'avait plus de légitimité dans un moment pareil où on restait chez eux, de prendre la parole sur ce sujet. Pour autant, on avait quand même envie de le faire. Donc, on s'est dit, il faut qu'on trouve un autre angle. Et on s'est dit, nous, on a une activité qui est l'assistance médicale. On travaille avec des médecins qui sont souvent des médecins réanimateurs, des médecins urgentistes. Donc, on a quand même des choses à dire sur ce sujet. Donc, on s'est dit, plutôt que de communiquer sur notre marque Alliance Travel, on va communiquer plutôt sur la marque entreprise qui est Alliance Partners. Plutôt que de parler de nos produits, on va plutôt parler de nos équipes, de nos métiers, de ce qu'on sait faire et qui est vraiment le cœur de notre activité et finalement de ce qu'on propose toute l'année à nos clients. Et plutôt que de mettre en lumière effectivement des aspects plutôt les garanties qu'on propose, et parler plutôt des équipes, des hommes et des femmes en fait qui aident tout au long de l'année les voyageurs français qui se retrouvent dans une situation difficile à l'étranger, et de remettre finalement au cœur de notre communication toutes ces équipes qui font la valeur de l'assistance aujourd'hui pour nos assurés, et évidemment tout en faisant une bonne action. Donc pour nous, ça prenait vraiment tout son sens de prendre la parole sur ces sujets. Oui, en effet, du coup, pour mettre un peu de contexte, grâce à la publicité d'Alliance Partners en ce moment, on réussit à financer sur Goodwood un projet pour SOS Village d'enfants, donc pour aider des enfants vulnérables en ce moment, qui est vraiment, vraiment très chouette. Et j'avais aussi une question du coup sur quel est, donc on sent qu'il y a un impact sur la communication externe, évidemment, de prendre la parole en tant que marque et en tant que marque corpo, du coup, avec Alliance Partners. Et c'est quoi aussi l'impact en interne, du coup, de cette prise de parole? Alors, en interne, c'est important parce qu'en fait, très rapidement, chez nous, il y a eu une demande aussi des collaborateurs, enfin de nos collaborateurs, en disant, voilà, qu'est-ce que nous, on peut faire, qu'est-ce que l'entreprise fait dans ce contexte aussi pour participer. Voilà, on a envie aussi d'être solidaire. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Donc, l'entreprise fait par ailleurs un certain nombre de choses, mais c'était aussi un moyen pour nous de répondre à cette demande très forte des collaborateurs. C'est quelque chose qui est très marqué chez les gens qui travaillent dans l'assistance. Donc, pour eux, c'était très important aussi de montrer que l'entreprise, elle agissait dans ce contexte et elle continuait à participer à un certain nombre d'actions et à soutenir un certain nombre de projets. C'est là où on voit aussi que la responsabilité de l'entreprise, et ce que j'essayais de dire un petit peu au début aussi, c'est vraiment quelque chose qui doit se ressentir un petit peu parmi tous les collaborateurs et dans toutes les activités de l'entreprise. Ça ne va pas être géolocalisé côté RSE ou côté direction ou quoi, mais c'est quelque chose vraiment qui doit être impulsé par tous. Et si effectivement les consommateurs l'attendent des marques et derrière les collaborateurs l'impulsent, c'est là où l'entreprise devient de plus en plus responsable et dans sa généralité. Et c'est vrai que ce qu'on voit avec Alliance Travel, qui est quand même
un de nos plus anciens partenaires, donc a priori qui a des valeurs solidaires tout au long. Et c'est vrai qu'on connaît bien l'équipe de Wally et pour le coup, c'est des choses qu'on ressent de manière très authentique et spontanée chez les personnes. Voilà, il y a une vraie action derrière tout au long de l'année en plus. Et du coup, dernière question pour ma part, Aurélie, comment vous avez dû commencer à y penser, j'imagine, comment vous considérez et comment vous envisagez l'après? Je pense que ce que ça nous enseigne, alors déjà, j'ai envie de dire, ça va donner un élan encore plus fort à toutes les choses qui avaient été initiées déjà chez nous depuis pas mal d'années. La démarche RSE, c'est pas quelque chose qui est nouveau dans l'entreprise. Donc, c'est comment on va continuer et accélérer. Et je pense que ça va donner un nouvel élan. Et puis, je pense aussi que ça remet les choses en perspective, et même sur la manière de communiquer. En fait, je pense que ce que nous apprend aussi cette crise, c'est qu'on voit bien aujourd'hui, ce qui est remis au cœur de la société, c'est de montrer finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est valorisé? C'est tous les gens qui contribuent à nous faire vivre et qui continuent à nous faire vivre dans cette crise. Donc, on voit bien les métiers, les chauffeurs de bus, le personnel soignant, évidemment, les commerçants, tous ceux qui nous nourrissent, qui nous permettent de continuer à vivre malgré tout dans cette période où l'activité elle est au point mort. Ça nous montre que finalement, c'est des professions souvent qui avaient été un peu dénigrées et qui aujourd'hui sont remises en lumière parce qu'on voit bien que c'est des fonctions qui sont vitales dans une société. Et je pense que nous, ça va nous permettre aussi de se poser la question, en tout cas de se dire davantage de communiquer sur la vraie valeur qui est apportée par le travail de nos équipes. Donc, je parle des équipes médicales, les chargés d'assistance, donc qui font toute la logistique, qui sont un maillon de la chaîne vraiment indispensable et qui font la valeur aujourd'hui des services qu'on apporte. Je pense que c'est vrai que, comme toute entreprise, on veut évidemment communiquer sur nos innovations, sur la technologie, du digital, etc. Mais ce qui fait vraiment la valeur aujourd'hui de ce qu'on apporte à des voyageurs, c'est ça, c'est notre savoir-faire et c'est les humains qui sont derrière, les hommes et les femmes, qui rendent ce service. Et donc ça, je pense que ce que ça nous enseigne aussi, c'est qu'il faut davantage le mettre en avant dans nos communications. Et après, on était déjà convaincus que ce modèle qui fait de la publicité quelque chose d'utile et qui donne un sens à la publicité, c'est encore plus fort dans un moment comme celui-ci. Merci, en tout cas. Merci, Oli. Merci. En effet, du coup, comme tu viens de le dire, on se rend compte que ce qui fait aussi la valeur des choses, c'est l'humain. Et donc, ce qui peut faire aussi aujourd'hui la valeur de la marque, c'est aussi l'humain. Donc, marrant, on avait fait un workshop il y a 2 mois et demi, 3 mois avant de se douter de tout ce qui allait se passer ces dernières semaines, justement sur la publicité solidaire, sur la marque et sur, entre guillemets, l'anthropomorphisation de la marque. Donc, en fait, la marque est de plus en plus comparée à quelque chose d'humain, à quasiment une personnalité. Et finalement, aujourd'hui, on s'en rend encore plus compte puisque derrière les marques, il y a aussi des humains. Il ne faut pas oublier que la marque, finalement, c'est à la base un concept et que c'est des humains qui vont construire ce concept, qui vont le façonner et qui vont le faire vivre. Et du coup, ce dont on se rend compte dans un contexte de distanciation sociale qui est très fort, c'est que, évidemment, à part les personnes avec qui l'on vit, c'est impossible ou quasiment impossible de voir nos proches. Et pour autant, est-ce qu'on s'est dit qu'on allait arrêter de parler avec eux? Pas du tout. On utilise tous les outils qui sont à notre disposition pour vraiment continuer de garder le lien avec nos proches, donc que ce soit WhatsApp, Zoom en ce moment, House Party qui a fait un espèce de tonnerre au début du confinement. Et donc, au lieu de s'éloigner des personnes dont on est proche, on va justement essayer de garder le lien, voire de renforcer ce lien, et c'est très important. Et on peut se poser la question du coup de notre rapport à la marque dans tout ça. Est-ce que finalement, on ne suit pas le même chemin dans notre relation à la marque? Est-ce que finalement,
Vincent Reynaud, tu en parlais aussi tout à l'heure, comment on peut aussi garder le lien et renforcer ce lien entre la marque du coup et ses audiences. Et il y a quand même une différence entre les relations humaines et les relations entre les humains et les marques. C'est que nous, on attend énormément des marques et l'inverse n'est pas forcément vrai. Une marque, elle n'attend pas forcément de ses consommateurs. Il y a plein d'études qui sont sorties ces derniers jours. Il n'y a aucune étude qui dit oui, les marques attendent des consommateurs que. Non, l'inverse est vrai par contre, c'est les consommateurs qui attendent des marques certaines choses. Et du coup, on a vu beaucoup d'études qui sont sorties ces derniers jours, notamment le baromètre de Kantar par rapport à la crise. Et déjà, le premier chiffre qui est ressorti, c'est qu'il y a 3/4 des Français qui pensent que les marques, elles ne doivent pas exploiter la situation pour se promouvoir. Et donc là, il y a le réflexe naturel qui est arrivé au début de la crise. Et d'ailleurs, Vincent t'en parlait tout à l'heure, il faut que les marques au début se taisent. Elles n'ont pas la légitimité de parler dans ce contexte-là. Et donc, c'est un réflexe naturel de se dire, OK, moi, en tant que marque, en tant qu'entreprise, j'arrête de communiquer. Mais en même temps, dans la même étude, il y a 3 chiffres qui sont ressortis. Le premier, c'est qu'il y a plus de 9 Français sur 10 qui pensent que les marques, elles devraient continuer à faire leur publicité. Près de 8 Français sur 10 qui souhaitent l'aide des marques dans leur quotidien. Et 75%, donc c'est quand même le même chiffre que le premier que je vous ai montré, qui disent vouloir être informés des efforts des marques. Et en fait, ce que ça nous montre, ces chiffres, c'est qu'on est dans une sorte de relation quasiment unilatérale où c'est pas la marque donc, qui a besoin de nous, mais nous qui avons vraiment besoin de la marque. On a besoin d'elle pour être réconfortée, on a besoin qu'elle soit empathique, on a besoin qu'elle soit rassurante et on a besoin qu'elle soit utile. Et ça, c'est expliqué par plusieurs raisons. La première, en tout cas, que nous, on peut déceler, c'est que, en tout cas, avant cette crise, on est quand même plutôt, on peut considérer qu'on est dans l'ère du consumérisme et que le fait de consommer, ça définit un petit peu ce qu'on est. Et le fait là de ne pas pouvoir consommer pendant ce confinement, en fait, ça va accélérer la perte de repères qui est causée par la distanciation sociale, la quarantaine et auquel donc, les consommateurs sont confrontés et auxquels on est tous confrontés. Et en fait, si la marque elle doit se montrer rassurante, il y a aussi un autre point, et on parlait de l'utilité publique des marques qui est encore plus fort aujourd'hui. Donc, il y a par exemple aussi Elan et Delman qui a sorti une étude sur également le baromètre de confiance par rapport au coronavirus. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'il n'y a que 17% des Français qui pensent que le gouvernement va pouvoir s'en sortir tout seul face à la crise. En revanche, il y a 2 fois plus de Français, donc un peu plus de 34%, qui pensent que le gouvernement va pouvoir s'en sortir avec l'aide des entreprises. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a besoin de connaître les bonnes actions que fait une entreprise. Et c'est pour ça que les Français veulent être informés par les efforts des marques. Et par quoi passe la communication des entreprises? Et bien évidemment, elle passe par la marque. Et donc, on a besoin que la marque soit forte et qu'elle soit utile. Et donc, toujours dans cette même étude, on parlait même de Français qui attendaient des marques qu'elles soient soignantes. Donc, vraiment des marques qui vont aller panser des plaies et qui vont pouvoir répondre à l'urgence actuelle. Et pour vous donner un petit exemple de ce constat, il y a une campagne qui est sortie la semaine dernière pour Dove aux États-Unis. Donc, c'est une campagne en fait, qui dure à peu près 30 secondes où on voit plusieurs visages de personnel hospitalier en Amérique du Nord qui en fait, sont très, très marqués par le fait les traces de masques après des heures et des heures de garde. Et évidemment, dans cette campagne, alors il y a vraiment le sentiment de reconnaissance de la marque envers le personnel soignant. C'est aussi important de noter que Dove, dans cette campagne, ne montre aucun produit. Il y a juste à la fin ce slogan « Courage is beautiful ». Et c'est intéressant comme action puisque déjà, il y a une réelle action qui est derrière cette campagne puisque Dove a soit donné des produits, soit fait des dons financiers à des associations. Pour autant, ils ne se sont pas éloignés de leur ADN qui est très fort et qui est celui de la beauté. Et c'est quelque chose qu'ils ont voulu montrer en avant à travers le courage. Et du coup, pour terminer,
On en parlait, hein, on en parle beaucoup et on en parle encore plus depuis l'allocution de notre président lundi soir dernier. C'est qu'on se dit, bon, bah, ok, maintenant, comment je vais préparer l'après? Le premier point qui reste super important, c'est qu'il y a plus d'un Français sur deux qui dit être influencé pour ses achats futurs par les comportements actuels des marques pour répondre face à la crise. Donc en fait, préparer l'après, c'est agir maintenant pour répondre à la situation présente. Et ça, c'est hyper important et je pense qu'il ne faut pas que les marques ni les entreprises l'oublient. Et après, en effet, on en parlait, il y a beaucoup plus il y a des tendances, malgré la crise, qui émergent, qui sont la consommation locale, le circuit court, l'économie collaborative, qui sont vraiment très, très forts là, ces dernières semaines, on l'a vu. Et ça prouve aussi qu'on a un réel besoin de se recentrer vers l'essentiel, d'aller vers plus de proximité et plus d'engagement. Et pour autant, quand on sortira du confinement, on le sait, la situation, enfin c'est pas moi qui le dis, hein, c'est toujours notre président, le jour d'après ne sera pas exactement celui d'avant. Et du coup, on va rester dans une situation assez inédite pendant un bon moment, a priori. Et donc, il ne faut pas croire que tout va revenir d'un coup de baguette magique, même si apparemment il y a la queue au McDo, mais bon, la junk food, voilà, assez adepte. Mais on ne va pas revenir d'un coup d'un seul au monde d'avant et on aura encore plus besoin, je pense, en tout cas nous c'est ce qu'on pense aussi, de solidarité et d'engagement de la part des entreprises et du coup qu'elles le montrent donc via les marques. Et après vous avoir dit tout ça, je pense que c'est important aussi qu'on ait le retour expérience, enfin le retour terrain aussi du point de vue d'une association. Donc, je vais relaisser la parole à Vincent et surtout à Clémence de Médecins sans frontières qui va pouvoir nous donner son point de vue là-dessus. Merci beaucoup, Jenny. Du coup, effectivement, essayons d'exploiter au moins le momentum qu'il y a aujourd'hui de solidarité et de responsabilité commun pour essayer de le faire durer. Et effectivement, il y a Bertrand Piccard qui disait qu'il fallait utiliser au moins ce moment et cette crise, sinon elle ne servirait à rien, pour essayer de la faire durer sur le long terme et essayer de faire changer les mentalités parce que les esprits sont, je pense, particulièrement sensibles en ce moment à ça. Du coup, pour passer à Clémence Laura de Médecins sans frontières, l'idée c'est d'avoir un petit peu de ta part, je ne sais pas si tu m'entends bien, Clémence. Oui, je t'entends, Vincent, merci. Parfait, bonjour déjà. Du coup, l'idée, c'est d'avoir premièrement en deux phases ton retour un petit peu et ton expertise du terrain et des opérations. Qu'est-ce que vit en ce moment? Qu'est-ce que vivent en fait les équipes MSF en ce moment? Je crois qu'il y a une réorientation de l'international vers du plus local, du national, des réorientations des soins qui sont prodigués en ce moment. Et puis après, en deuxième étape, parce que votre métier est quand même très lié à la collecte auprès du grand public et aussi des entreprises, qu'est-ce que vous vivez au niveau des collègues des entreprises? Et est-ce que c'est un engagement très opportun, très soudain? Il y a une solidarité spontanée? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez toujours ressenti, que vous sentez de plus en plus? Et qu'est-ce que vous pensez de la communication des entreprises vis-à-vis de leur engagement? Voilà. Peut-être qu'on peut passer d'abord à la partie peut-être un peu plus terrain, pour structurer un peu. Comment ça se passe en ce moment? Comment vont les équipes? Et qu'est-ce que vous avez mis en place? Et quel est le ressenti? Voilà. Bien sûr, merci Vincent et merci l'équipe de Goody de donner la parole à Médecins sans frontières. Pour répondre à la question de ce qu'on vit en ce moment et de la façon dont ça se traduit dans nos opérations, je dirais que pour commencer, on vit comme tout le monde une crise majeure. Et bien sûr, Médecins sans frontières est extrêmement impacté sur le plan opérationnel. Alors, notre grande force face à ça, c'est l'expertise de 50 ans, l'expérience de 50 ans qu'on a dans la gestion de crises épidémiologiques. Mais malgré tout, la crise actuelle a un caractère absolument exceptionnel de par son étendue, de par le fait qu'elle se propage dans des pays d'Europe où habituellement on n'intervient pas. En raison des difficultés d'approvisionnement en matériel médical auxquelles les structures de santé et ONG médicales font face, et difficultés d'envoi de nos équipes aussi sur le terrain. Et puis, tout simplement du fait que les équipes du siège, les équipes de coordination et de support en Europe, aux États-Unis, etc., sont elles aussi confinées.
Voilà, donc tout ça, c'est bien sûr des difficultés très importantes et auxquelles on n'est pas habitué. Malgré ça, Médecins sans frontières a déjà déployé des actions en réponse à l'épidémie dans une quarantaine de pays. Et en tant qu'organisation humanitaire, on se concentre bien sûr sur la prise en charge des populations les plus vulnérables et également le soutien aux hôpitaux. Sur nos terrains d'intervention habituels, mais aussi du coup dans des pays où nous n'intervenons pas habituellement, notamment en Europe. Et bien sûr, on agit en France. Et tout ça, évidemment, en concertation avec les autorités de santé des pays où on intervient, les autorités régionales de santé en France, les hôpitaux, les ministères de la Santé, etc. Les autorités publiques en attendent beaucoup de vous en ce moment, que ce soit en France ou même à l'étranger. Je crois qu'on parle beaucoup, par exemple, futurement de l'Afrique ou des pays africains. Alors oui, on a été, pas seulement les autorités de santé, on a été sollicités par différents pays où nous n'intervenions pas. On a une vraie valeur ajoutée en appui aux hôpitaux, justement de par notre connaissance dans la gestion de crises épidémiologiques, dans le contrôle des infections, etc. Mais ce ne sont pas seulement les autorités sanitaires, on a également été sollicité par des EHPAD en France. Donc oui, on reçoit des demandes. Donc l'impact est absolument énorme et du coup nos besoins le sont aussi et l'autre aspect de cette crise, c'est un impact comme tu le disais Vincent sur la collecte de fonds privés. Et là aujourd'hui, quel est le ressenti du coup côté fonds privés, enfin financement privé, parce que plus grand public, est-ce qu'il y a une forte hausse, une forte croissance, et privé plus entreprise, parce que là c'est le sujet aussi. Est-ce que tu peux nous donner des infos sur les deux Alors, il y a eu, je pense que tout le monde le sait et tout le monde l'a vu, il y a eu un élan de générosité très, très important, à la fois du côté des entreprises et du côté des particuliers. Chez Médecins sans frontières, on n'avait pas eu de collecte de ce type sur une urgence médicale ou humanitaire depuis de nombreuses années. Au moins depuis Haïti. C'est un petit peu trop tôt pour comparer, mais la particularité de la crise qu'on traverse aujourd'hui, c'est que nos donateurs, ils sont eux-mêmes impactés par l'épidémie. Et ça, c'est très nouveau par rapport aux urgences sur lesquelles on intervient habituellement. Ce qui est intéressant aussi, c'est, tu parles Vincent du soutien des entreprises. On a constaté une mobilisation très rapide des entreprises. Alors autant effectivement certaines marques ont mis en suspens leur communication, leur publicité au tout début. Autant en termes de mobilisation et de soutien à des organisations et structures de santé, ça a été extrêmement rapide et certaines ont débloqué des dons majeurs en très peu de temps. J'en profite pour remercier Jules qui a choisi de soutenir les actions de MSF très rapidement sur cette crise avec sa campagne. Au départ, ce que je vois, c'est qu'au départ, cet élan de générosité, il a été très porté sur les hôpitaux français, les centres de recherche français. Et que de plus en plus, les gens prennent conscience de la dimension internationale de la crise, de son impact dans d'autres domaines que la prise en charge par les hôpitaux, du risque qui pèse sur les pays à ressources limitées, notamment les pays d'Afrique. Et en parallèle de ça, MSF a structuré ses actions et donc aujourd'hui, on reçoit effectivement de plus en plus de financements affectés et on bénéficie vraiment de cet élan de générosité généralisée. La question qu'on… Pardon Vincent. Non. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, parce que tout ça me semble extrêmement positif, mais pour prendre un petit peu de recul, ce que demande le secteur associatif, c'est si la générosité des particuliers et des entreprises va se reporter sur le Covid,
ou si cette générosité va venir s'ajouter aux dons que le secteur associatif reçoit habituellement. Et dans le premier cas, ça pourrait avoir un impact très très fort dans la mise en œuvre des programmes réguliers d'organisations comme Médecins sans frontières. Programmes réguliers qu'il faut continuer à faire vivre. Voilà. Clairement, pour expliquer ce point de vue, c'est aujourd'hui, hors collecte d'urgence, hors collecte affectée à nos actions sur le Covid, nos résultats de collecte sont en baisse depuis le début de l'année par rapport aux autres années. Face en plus à un contexte où les subventions publiques, où les bailleurs sont quand même en diminution par rapport aux années précédentes et où les associations comptent quand même de plus en plus sur les dons, aussi bien des privés que des particuliers, etc., pour leur indépendance. Après, je crois que MSF est particulièrement indépendant grâce aux dons des particuliers, grâce à sa renommée. C'est vrai que d'autres associations en souffrent pas mal, notamment avec les problématiques fiscales qu'il y a eu et les changements fiscaux qu'il y a eu l'année dernière, etc. Oui, mais je te confirme qu'on est financé à plus de 98% par des fonds privés, donc l'engagement des individus, l'engagement des marques à nos côtés est absolument fondamental en général et actuellement tout particulièrement. Ouais. Et comment, de votre côté, vous recevez justement ces demandes parfois des marques lorsqu'elles font un don? Parce que nous, c'est effectivement le lien qu'on fait entre les entreprises et les associations, entreprises qui veulent souvent quand même communiquer autour de ce don, autour de cet engagement. Comment est-ce que c'est reçu de votre côté par vos équipes et quelles sont les choses à faire, les choses que vous autorisez et les choses sur lesquelles vous êtes moins à l'aise? Voilà, est-ce qu'il y a des sortes de guidelines que vous respectez, etc. Est-ce que vous avez des choses, des recommandations particulières? Oui, on a des guidelines. En fait, nous aussi, en tant que marque, des enjeux d'image très forts. Mais globalement, pour faire écho au sujet de ce webinaire, le fait que les marques communiquent sur leur soutien est absolument normal en soi. Donc, on cadre les choses de manière très naturelle et comme on le fait toujours avec nos partenaires. Mais le soutien des entreprises est très important, je le redis. Et donc, tout l'enjeu, en fait, pour nous aujourd'hui, l'enjeu en termes de soutien des entreprises, il est double. Le premier, c'est d'être très réactif. C'est d'être en capacité de fournir à nos partenaires des outils clés en main pour lancer des opérations solidaires en moins d'une semaine. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et le deuxième enjeu, c'est de proposer aux entreprises différentes façons de nous soutenir et de s'engager malgré la réduction des budgets de communication mécénat. Parce que, je le disais tout à l'heure, nos besoins sont immenses, mais de l'autre côté, on sait aussi que les entreprises sont très impactées par la crise. À tous les niveaux. Leurs salariés le sont, leurs clients le sont, leur capacité de production. D'ailleurs, la question a été posée tout à l'heure dans le flux de discussion. J'ai vu de comment pousser notre entreprise à s'engager si elle en a la volonté, mais ne sait pas comment. Je trouve que Goodid est un très bon exemple de cette possibilité pour les marques de s'engager sans forcément débloquer des budgets supplémentaires à ceux qui sont déjà nécessaires à leur activité, à leur performance économique. Et de façon plus générale, c'est le cas de pas mal de mécaniques de soutien, le relais d'appel à dons auprès de leurs salariés ou leurs clients par les entreprises, les mécaniques de dons embarqués de type incitation aux dons, micro-dons au moment du paiement des achats en ligne, etc. La possibilité aussi pour les médias de nous offrir du gracieux qui nous permettent d'augmenter la diffusion et donc les résultats de nos appels à dons.
Voilà, tout ça, et bien sûr, les exemples aussi que citait Vincent de We Are Social sur les entreprises qui apportent un soutien matériel aux organismes engagés contre le Covid, qui ont modifié leur chaîne de production pour fabriquer des masques ou du gel hydroalcoolique. Mais pour revenir sur vraiment le sujet de la communication, il ne faut vraiment pas réduire l'engagement des entreprises à des campagnes de com. Il y a une vraie, nous, ce qu'on ressent chez Médecins sans frontières, c'est qu'il y a une vraie volonté et un vrai engagement des marques et qu'elles sont légitimes à prendre la parole dans ce contexte parce que quand elles valorisent leur soutien, c'est pas dans un but de visibilité pure. De facto, leur soutien est absolument essentiel à nos actions. Pour rebondir là-dessus, on travaille maintenant avec plus de 150 entreprises, je crois. Donc, ça va de Engie à je sais pas, Canal ou Orange ou Bouygues, etc., ou la Banque Postale. Et c'est vrai qu'en face de nous, que ce soit chez les agences médias ou chez les annonceurs, pas une seule fois, on n'a pas senti quand même une vraie authenticité spontanée d'avoir envie d'aider via sa campagne de com de la part de la personne qu'on a en face. C'est des personnes qu'on a en face qui effectivement sont intéressés par le sujet solidaire, etc. Donc la marque qui le représente n'est pas parfaite, il y a toujours des externalités négatives, étant donné que l'entreprise, on parle, je me permets de prendre l'exemple d'Allianz, mais est colossale, elle est internationale, elle a énormément d'influence, elle a énormément de choses. Effectivement, il y a une utilité publique pour ses clients, etc. Et c'est vrai que les personnes qu'on a en face, à chaque fois, sont authentiques dans leur démarche. C'est-à-dire que c'est des gens qui veulent effectivement essayer d'être moteur au sein de l'entreprise de changement, etc. Donc ça, c'est quand même quelque chose en tout cas à souligner. Comme disait Jenny, l'entreprise est constituée d'humains, la marque aussi est constituée d'humains, et les humains qu'on a en face sont toujours dans une démarche très positive. Et c'est ça qui fait aussi que ça se passe bien. C'est ça qui fait que cette authenticité de la part des personnes qui sont moteurs de ce sujet, c'est ça qui fait que derrière, les choses sont faites de manière légitime auprès du grand public. Absolument. Et puis, Vincent, je rejoins aussi totalement tout ce qui a été dit sur le sujet des attentes des consommateurs, attentes qui ressortent dans les études, et pas seulement actuellement dans le cadre de cette épidémie, mais c'est vrai de façon plus générale. Aujourd'hui, nos donateurs individuels sont aussi les consommateurs des marques auxquels s'adressent les marques. Et ces consommateurs-là ont des attentes en matière d'engagement et de responsabilité des marques. Et donc, s'engager sur le Covid et de façon générale, s'engager auprès d'une association, d'une organisation comme MSF, c'est réellement répondre à ces attentes. Complètement. Très bien. Si vous avez des questions, d'ailleurs, là je parle aux participants en général, vous pouvez les poser dans la conversation à gauche. Alors moi c'est à gauche, peut-être que vous c'est à droite, mais en tout cas dans la petite conversation, vous pouvez mettre vos questions dans les bulles et on y répondra du coup durant l'échange. Est-ce que déjà, parmi les intervenants, quelqu'un veut ajouter quelque chose avant qu'on conclue et qu'on parte sur l'échange? Jenny, Elvire. Très bien. Toujours là, t'inquiète. On dirait que vous avez coupé votre micro. Non. Voilà. Très bien. Écoutez, du coup, je vous propose aux participants de poser vos questions. Soit vous avez deux possibilités, soit vous les écrivez dans la petite bulle, soit vous pouvez lever la main. Donc, c'est une fonctionnalité qui vous est proposée en bas de votre écran. Et en levant la main, Laura, la petite voix, pourra vous autoriser à ouvrir votre micro et donc à participer avec nous. En attendant, pour conclure, nous de notre côté, pour faire un petit mot sur Goodid, en l'espace d'un mois, donc là vous avez durant cette heure avec Vincent d'une agence qui nous a pu nous parler du contenu, de la création et qui est au contact de plein d'entreprises qui se posent des questions sur la création publicitaire. Aurélie de Alliance Partners qui a pu vous parler côté entreprise, côté annonceur, de eux comment ils ont géré la situation. Et Clémence de MSF côté association. Là, vous avez pu voir, et nous avec Goodid côté plus régie, qui sommes un peu en bout de chaîne de tout ça, vous avez pu avoir un panel assez global de nous, ce qu'on ressent en tant que Goodid au milieu
voilà, ce brouhaha qui est en ce moment, mais qui est un brouhaha solidaire. Donc, on adore écouter en quelque sorte, parce que malgré effectivement que les événements soient quand même en ce moment très complexes pour beaucoup, c'est vrai qu'on voit derrière un élan de solidarité qu'en tout cas, nous, côté Goodseed, on espère va continuer. C'est quelque chose sur lequel on se bat depuis des années, la responsabilité des entreprises, le fait que l'entreprise a un rôle voilà, qui dépasse son rôle économique. Donc, on espère que ça va continuer. Les citoyens en seront de plus en plus adeptes et en tant que consommateurs, attendront d'autant plus des entreprises, que les collaborateurs aussi, avant d'être employés dans une entreprise, se poseront les bonnes questions lorsqu'ils sont dans cette entreprise, essaieront de faire bouger les choses aussi un petit peu à leur échelle, parce que voilà, lorsqu'on lance une campagne avec Jules, avec Allianz et qu'on finance MSF ou SOS Village d'Enfants ou d'autres associations, pour nous, c'est vraiment top. Et c'est là aussi où on peut voir l'impact dans la publicité d'une marque. Et donc, ça nous a permis de collecter 110 000 € en l'espace d'un mois pour, comme disait tout à l'heure Clémence, plein d'associations très diverses, parce que cette crise, elle touche à tous les secteurs, aux agriculteurs, à l'enfance, aux inégalités qu'on voit dès les études, à la recherche. On a financé par exemple l'Institut Pasteur, aux hôpitaux, soignants, au matériel, donc aux personnes plus précaires. Donc voilà, c'est top de voir toutes ces associations qui arrivent à se mobiliser très rapidement et de voir ces marques qui les soutiennent et toute cette communauté derrière qui porte ça. Je vois qu'il y a plusieurs messages, plusieurs questions qui ont été posées pendant que je déblatérais. Donc, Alors, la voix, merci à tous les participants qui sont restés jusqu'ici avec nous. On a 2-3 questions, dont une qui est assez précise de la part de Didier, qui était est-ce que Goodseed explore les pubs de web radio et les podcasts natifs? Donc, je propose... très pratico-pratique, effectivement. Voilà, exactement. Alors, c'est une bonne question. Donc, nous, en fait, nous ce qu'on crée avec Goodseed, c'est un concept de publicité solidaire. Donc, c'est que la pub puisse financer des projets d'association. Donc, on crée de l'engagement entre des marques, des internautes, des assos. Aujourd'hui, c'est à 90% un format vidéo qui est diffusé sur les éditeurs. On touche maintenant plus de 40 millions de personnes par mois, et un site internet et une application mobile où on a une communauté forte d'utilisateurs. Aujourd'hui, c'est essentiellement de la vidéo, mais on se permettra peut-être à l'avenir d'avoir d'autres formats, pourquoi pas. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que les formats publicitaires soient respectueux des internautes, aussi bien dans leur création, mais surtout dans leur format, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une recrudescence des adblockers, il y a une croissance très forte, il y a plus de 400 millions d'utilisateurs par mois qui bloquent des publicités, ce qui empêche les éditeurs d'avoir des revenus. Mais c'est vrai que néanmoins, cette publicité, elle permet aux éditeurs de vivre, elle permet d'accéder à ces contenus, mais il faut qu'elle soit faite de manière respectueuse de l'internaute. Donc, c'est un bon dilemme à trouver. Il faut arriver à dealer entre les deux. Et donc, si jamais on devait se lancer sur d'autres formats, il faudrait qu'ils soient bien respectueux des internautes aussi. On avait également une autre question à propos de la publicité. Est-ce qu'elle doit toujours être en rapport avec la cause de l'association? Donc, comme vous l'avez bien vu, je pense au niveau des exemples, le contenu publicitaire n'est pas obligatoirement en rapport avec l'association, mais avec l'équipe Goodseed, on fait en sorte que l'association soit en accord avec la raison d'être de l'entreprise. Vincent, si tu veux réagir par rapport à ça, ou si... Ouais, je vais réagir rapidement et puis je laisserai Jenny compléter parce que je pense qu'elle a plein de bonnes idées sur le sujet, ayant la question de manière très récurrente aussi. Pour nous, ce qui est important en tout cas, c'est que en fait, une marque, elle ne pourra pas être parfaite. Une entreprise ne peut pas être parfaite. Elle a tellement aujourd'hui d'influence, tellement de pouvoir, de collaborateurs, d'expertise, etc., qu'elle ne peut pas être nickel sur tous ces sujets. Si elle attend d'être parfaite pour communiquer, malheureusement, elle ne le fera jamais, ce qui est normal. Il n'y a personne, un humain n'est pas parfait en soi. Donc, du coup, nous, notre idée, c'est de se dire que elle doit s'engager un petit peu partout et dans ses achats médias, dans sa communication aussi, elle doit s'engager. Elle doit être légitime sur les sujets qu'elle fait passer, ça c'est certain. Et après, c'est à nous de travailler pour faire en sorte que l'entreprise, on la matche avec une association et un projet qui soit cohérent et sur lequel elle soit légitime. Jenny, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Exactement, l'idée, je pense que Laura aussi a bien résumé. Il faut que c'est pas toujours forcément. Enfin là, on aurait pu nous dire, avec Jules, vous allez produire des masques ou ce genre de choses parce que c'est lié au textile.
et pas forcément parce que, encore une fois, on en revient au fait que c'est des humains derrière ça et qu'ils avaient envie de répondre à un projet aussi d'urgence avec Médecins sans frontières. Et en fait, il y a plusieurs types de cohérence. Donc, en effet, pour nous, c'est quand même. Alors là, par exemple, sur Intermarché, on va aider des agriculteurs parce que vraiment, Intermarché, c'est leur cœur de métier. Ils sont plein dedans et c'est vrai que en ce moment, ils font tout pour aider aussi les agriculteurs et les producteurs. Après, il y a plusieurs formes de cohérence. Il y a la cohérence un peu généraliste, un peu comme ça. Il y a aussi la cohérence sur le momentum. Et en fait, en ce moment, avec la crise, ce ne serait pas cohérent d'aller financer un projet de ramassage de déchets sur les plages, par exemple, parce que personne ne peut sortir, etc. On n'a pas le droit d'y aller. Et du coup, finalement, la cohérence, elle peut se faire à plusieurs niveaux. Mais en effet, c'est toujours aussi l'intention qui est derrière et la raison d'être de la campagne solidaire qui va primer. Bien, merci Jenny pour cette réponse. Je propose de passer à la question suivante de la part de Magali. Est-ce que Gooddeed, du coup, est un outil pour les entreprises plutôt B2B? Est-ce que ça a du sens pour ces entreprises-là et comment communiquer, même si elles ne communiquent pas auprès du grand public? Donc, quels dispositifs sont mis pour les entreprises B2B? Jenny, je te propose de répondre. Ça marche. Du coup, en effet, donc, on est plutôt centré à la base sur des communications B2C et sur de la communication externe. Après, il se trouve qu'on a plusieurs types de formats qui nous permettent aujourd'hui d'aller cibler uniquement une typologie de personnes. Donc, ça peut être des cibles B2B assez précises sur certains médias et avec de la contextualisation et du ciblage par mots-clés. Et après, on met aussi en place, et ça, on le fait très régulièrement, des opérations qui vont être dédiées uniquement à de la diffusion, soit auprès de collaborateurs, soit auprès de clients, où là, ce n'est pas du tout un projet qui est sur la page d'accueil, mais qui peut... c'est un dispositif, en fait, qu'on va faire un petit peu sur mesure pour pouvoir parler justement à une typologie de clients. Et du coup, ce qui fonctionne en B2C, c'est-à-dire l'engagement de l'entreprise par sa marque, peut aussi évidemment fonctionner sur du B2B. Et lorsqu'on permet à ses clients de s'engager grâce à la marque et grâce à l'entreprise, ça fonctionne également. Alors, je me permets de noter que Magali Flacher a fait une faute d'orthographe à B2B ferait du sens, ce qui n'est pas top. Non, je plaisante. C'est en fait ma mère, je pense. Donc, du coup, bonjour maman. Ravi de je pense qu'il va falloir vous appeler plus souvent. Hein. Ça révèle quelque chose. Ah oui, apparemment. Je plaisante, bien sûr. Alors, Mathieu Damiani. Oui. Laura, oui. Alors, il y a Mathieu qui demande quel modèle d'achat pratiquez-vous? Est-ce qu'on fait que du gré à gré ou également de la programmatique? Je ne sais pas si Elvire, tu veux revenir là-dessus. Ouais. On va expliquer nos formats. Du coup, Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ouais, ok. Du coup, on a deux types d'offres. On a effectivement une offre en gré à gré où là, on fonctionne au modèle d'achat au coût par vue, où nous, on garantit 20 secondes de visionnage. Et on a aussi également une offre en programmatique où là, le mode d'achat s'effectue au coût par 1000. Du coup, les deux sont envisageables et possiblement mis en place côté Gooddeed, sachant que sur l'offre gré à gré, vous êtes alors disponible sur Gooddeed site application, alors qu'en programmatique, vous pouvez diffuser de votre côté sur les médias que vous souhaitez. Et avec à chaque fois un accompagnement de notre part pour vous apporter aussi notre expertise sur la publicité solidaire et sur comment aller cibler des audiences engagées, citoyennes, et pour réaliser, du coup, pour vos clients, les meilleures performances possibles, mais surtout pour avoir un impact positif et que cette diffusion, en fait, ait un impact aussi au niveau consommateur. Exactement, et du coup, pour compléter quel que soit le mode d'achat, sur le budget qui est investi chez Gooddeed, nous, on reversera 60% à l'association qui est choisie par l'annonceur
Et en fait, aujourd'hui, on a un catalogue de plus de 800 projets parce qu'on travaille avec un peu plus de 170 associations partenaires. Et donc, comme le dit Elvire, en effet, on peut vraiment accompagner aussi sur l'angle solidaire et conseiller à la marque en fonction de sa campagne sur quel projet ou quelle association elle peut aller. Autre réaction de Didier qui va faire partie de notre prospective développement de format qui nous propose d'aborder l'impact du print. Est-ce qu'on a déjà pensé au QR code et à la réalité augmentée pour justement toucher tous les supports imprimés et magazines papier? Voilà. Alors, ça fait partie des formats qui potentiellement pourront être développés à l'avenir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses déjà à faire sur le digital. Aujourd'hui, on a transformé plus d'1 600 000 € de publicité en dons. Donc, on est plutôt content de ces résultats et on a pour objectif là, de doubler d'ici la fin d'année, si tout se passe bien de notre côté. Et après, ça peut faire partie effectivement des formats qu'on développera plus tard. Voilà, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure, tant qu'on reste dans le respect à la fois de nos valeurs. Alors, la question du papier, etc., est une question à laquelle nous, on répondra en interne, et à la fois au niveau du respect de l'internaute, et que ça reste efficace en termes de branding pour la marque et en termes d'impact pour les associations. Pourquoi pas? C'est des choses qu'on pourra explorer plus tard. D'ailleurs, là-dessus, on peut échanger après sans souci sur ce sujet. On est moins calé en print, on est très online plutôt, mais c'est quelque chose qu'on pourra voir plus tard. Enfin, il y avait une question de Aminata qui regroupe un peu voilà, la parole qu'on a prise aujourd'hui. Si l'entreprise a la volonté de s'engager, mais qu'elle ne sait pas comment, du coup, comment s'y prendre? Est-ce que vous avez vraiment des conseils là-dessus ou comment, du coup, impulser cette dynamique d'engagement auprès de l'entreprise? Pour donner un petit exemple, donc Jules, c'est la deuxième campagne qu'on lance avec eux en moins d'1 an. Et en fait, à l'époque, Jules, alors aujourd'hui, c'est une entreprise qui est énormément engagée sur ses lignes de production pour faire hyper attention et éviter un peu ce qu'on appelle le fast fashion, mais plutôt pour aller vers tout ce qui est fashion for good, justement. Et en fait, il y a 1 an et demi, quand on a approché la marque Jules, c'était une marque qui n'était pas spécialement engagée, qui était en train de faire une transition, mais qui n'avait pas nécessairement de département RSE. Et en fait, du coup, c'est vrai que Good Deed, à travers la communication solidaire, ça leur a donné un moyen de s'engager très simplement, puisque c'est un investissement média comme ils auraient pu le faire sur d'autres emplacements ou avec d'autres régies. Et nous, on prend en charge tout ce qui est convention de partenariat avec les associations, etc. Ce qui fait que pour la marque, en fait, c'est un modèle qui est très simplifié et ça permet du coup à l'entreprise de s'engager hyper rapidement. Après, on peut aller un peu plus loin dans le conseil, évidemment, et on l'a déjà fait. Mais en tout cas, ça peut être un premier pas si l'entreprise… Aujourd'hui, on sait très bien que toutes les entreprises ne peuvent pas avoir de département RSE ou être engagées à fond. Et du coup, ça permet, entre guillemets, de faire le premier pas. Ça peut permettre. Ça, c'est pour la partie Good Deed. En tout cas, sur la publicité, sur la communication, en fait, pour les marques, c'est un premier type d'engagement. C'est des budgets qui existent déjà. C'est un premier levier d'action qui est très rapide, très simple à mettre en place. Et ça permet après, au niveau de la com, d'impulser tout ça en termes de stratégie, plus en interne sur d'autres départements et de remonter petit à petit. Et du coup, nous, de notre côté, quand on a vu… En fait, on est assez, avec Good Deed, en bout de chaîne. On diffuse des publicités qui, au début, étaient déjà faites, qui maintenant sont de plus en plus réfléchies pour être diffusées sur Good Deed. On voit qu'il y a de plus en plus d'impact au niveau des associations côté Good Deed, du grand public, mais aussi en interne. Et pour nous, c'est vrai que ça a été, c'est quelque chose dont on est assez fiers de pouvoir se dire qu'on a, à notre échelle, un petit peu influé sur la stratégie de l'entreprise pour essayer de l'engager dans quelque chose de plus solidaire, responsable. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi, par exemple, un studio qui permet de créer des vidéos, créer du contenu, etc. Donc, des choses assez pratiques pour donner aussi les éléments pour la marque pour communiquer sur des sujets plus de responsabilité. Après, pour changer drastiquement l'entreprise dans laquelle on travaille, il y a des outils en ligne. Nous, c'est vrai qu'avec Good Deed, on s'attelle vraiment à la partie publicitaire média. C'est déjà un marché qui est colossal parce que c'est 600 milliards de dollars qui sont dépensés chaque année. Donc déjà, si on arrive à influer là-dessus avec Good Deed et rendre plus responsable, plus social,
sera déjà génial. On ne peut pas tout faire malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a plein d'outils en ligne qui permettent d'apprendre à comment, moi en tant que collaborateur, je peux faire changer mon entreprise à mon échelle. Et du coup, on pourra vous les mettre dans une petite newsletter pour en savoir plus. Oui, d'ailleurs, je profite aussi, je rebondis là-dessus. On a parlé de quelques chiffres tout à l'heure. On pourra évidemment vous en parler. Et depuis un mois, on fait un peu de veille pour recueillir pas mal d'articles qui parlent justement de l'engagement des marques pendant la crise, après la crise ou même avant. Et du coup, on pourra aussi vous partager tous ces articles qu'on a regroupés et sur lesquels on a fait des mini-résumés. Ça peut aussi nourrir la réflexion sur l'engagement et la communication. Alors, on a une autre question de la part de Mélanie. Donc, pour les ONG qui sollicitent la plupart du temps les budgets RSE des entreprises partenaires, comment aborder le sujet en fait avec elles pour mobiliser justement plus les budgets de communication. Voilà, comment aborder plus le budget communication au niveau des départements com et moins celui de la RSE. J'espère, Mélanie, avoir interprété la question comme il fallait. Je pense que c'est comment en fait aborder le sujet pour mobiliser le département communication pour ces sujets-là. Alors, je me permets, entre-temps, si jamais Aurélie, Clémence ou Vincent, vous avez des sujets à traiter ou quoi, donc les questions sont assez tournées côté équipe Goodid. À part si quelqu'un d'autre a des questions à poser, en tout cas, n'hésitez pas. On ne veut pas vous prendre non plus toute l'après-midi. Donc, voilà, n'hésitez pas si jamais vous avez besoin de faire d'autres sujets. Pour répondre à la question, pour les associations, c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes sur les budgets mécénat, budget fondation. Et plutôt auprès des directeurs RSE, c'est vrai que la particularité du modèle de Goodid, c'est que nous, vraiment, on s'adresse à un public qui est complètement différent, qui peut être plus ou moins touché par la solidarité aussi, qui sont les personnes liées à la com, parce que ce n'est pas leur travail principal de financer des associations. Et c'est ça aussi la vertu pour les assos, c'est que ça leur permet de toucher des budgets auxquels elles n'ont pas forcément accès habituellement et de les débloquer plus rapidement parfois. Alors après, c'est vrai que de notre côté, avec Goodid, comme vous l'avez vu pendant la présentation, c'est un langage très publicitaire, très digital, très tech, parce que c'est vrai que c'est des sujets auxquels on répond. Les marques viennent faire de la communication, ils savent que cette communication permettra de financer des projets. Et c'est vrai que c'est une expertise, un langage quand même sur lequel il faut apprendre petit à petit. Après aussi, il faut voir si dans les départements com des entreprises, s'ils sont plus ou moins sensibles à ce sujet, si l'entreprise est plus ou moins sensible à ce sujet. C'est vrai que nous, avec Goodid, ce qu'on a fait dès le début, c'est aller rencontrer des entreprises et des personnes d'abord, enfin des gens qui sont sensibles à ça. Voilà. Après, il faut se battre avec ses armes et surtout ce sujet, je pense, de solidarité, il y a évidemment l'efficacité pour la marque à apporter, c'est sûr, parce que c'est une entreprise. En revanche, il faut y aller aussi, parler, je pense aussi, c'est important avec les projets qu'il y a derrière, avec le côté solidaire, avec son cœur, en quelque sorte, parce que c'est ça qui fera aussi que derrière, les personnes seront à même d'accompagner l'histoire et qu'elles se diront « Ah, il y a une opportunité aussi pour ma marque d'accompagner des valeurs positives. » Et s'il y a des valeurs positives derrière, au niveau du grand public, ce sera ressenti et il y aura plus d'attachement à cette entreprise. Derrière, ce sera gagnant. Mais voilà, enfin, il n'y a pas de recette. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur cette question. Vincent, si tu souhaites que je donne le témoignage de MSF sur cette difficulté à aborder différentes personnes et avec l'argumentaire, entre guillemets, qui convient bien, je trouve que c'est une vraie question qui se pose pour les fundraisers comme moi tous les jours. Je crois que l'enjeu, il est aujourd'hui de comprendre que le mécénat n'est plus la danseuse du président dans une entreprise. Il faut qu'il s'intègre réellement dans chaque étape de la vie de l'entreprise et qu'il réponde réellement aux enjeux business. Donc, marketing, ça peut être le marketing, de la communication, des enjeux de ressources humaines, de jouer sur la fierté d'appartenance des salariés, etc., etc. Donc, c'est vraiment
Finalement, c'est pas tant une question de est-ce que je vais toucher un département communication, un département RSE, c'est plutôt nous, les ONG, on est capable de proposer, et entre autres, grâce à des solutions comme Goodid, de proposer des mécaniques de soutien qui répondent réellement aux enjeux de nos partenaires. Je pense que une fois qu'on intègre vraiment cette façon de penser côté ONG, on parle le même langage en fait avec les partenaires. Complètement. Vous savez qu'au début, avec Goodid, on est allé voir instinctivement plutôt les directions RSE des entreprises, des grands groupes. On s'est tout de suite adressé plutôt à des grands groupes. Et c'est vrai qu'après, on a tout de suite trouvé des personnes voilà, qui ont été vraiment adeptes du modèle, qui ont vraiment adhéré. Mais c'est vrai que c'est parfois plus difficile. C'était pour elles de débloquer des budgets aussi plus faibles souvent, et d'être réactif. Après, c'est vrai que nous, on a trouvé des interlocuteurs au niveau de la communication qui étaient plus intéressés par notre modèle, parce qu'on a parlé très rapidement un peu plus le même discours, qui était quand même un discours de réussir à allier leurs objectifs en tant qu'entreprise et nos objectifs en termes de financement de projet, et à réussir à les rassembler, les réunir et faire en sorte que, hop, ils aillent dans le même sens. C'est vrai que au niveau de la communication, on a trouvé en tout cas des personnes qui, selon les entreprises, c'est pas partout en tout cas, et tous ne sont pas forcément légitimes sur le sujet, étaient capables de répondre plus rapidement parfois. Donc, là-dessus, je pourrais peut-être juste ajouter, d'un point de vue annonceur, en fait, ce qui est bien aussi, c'est que ça peut représenter, enfin, dans un budget communication ou achat média, en fait, on peut toujours démarrer par des choses qui sont finalement au regard du volume d'investissement média qu'on peut faire par ailleurs, des choses qui sont… On peut démarrer petit, donc c'est très facile et très rapide, et ça n'oblige pas forcément à aller négocier des budgets supplémentaires. Enfin, voilà, c'est juste une façon de prendre sur un budget média qui est déjà là et qui est déjà effectivement dans un département communication, alors que effectivement souvent les départements RSE, ils n'ont pas forcément un budget alloué sur ces sujets. Donc c'est vrai que c'est plutôt bien, je pense, de cibler ces départements-là. Et puis je pense que l'argument aussi pour les marques, c'est de dire, voilà, tout le côté positif que ça génère pour une marque. C'est-à-dire que même en termes de mémorisation de la marque, de mémorisation de la publicité, on est sur des choses qui sont très différentes et bien plus efficaces que des formats plus classiques. Parce que là, la publicité, elle est choisie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un choix délibéré de l'internaute de regarder cette publicité. Donc, il a choisi un projet, il a choisi de regarder cette publicité pour financer une association. Donc, il est aussi beaucoup plus attentif. Et ça, c'est quelque chose que les départements communication, marketing, auxquels ils vont être très réceptifs. Complètement. Merci beaucoup, Aurélie. Merci, Aurélie. Et après, c'est vrai qu'avec Aurélie, en tout cas avec Alliance Travel, on a commencé petit, il me semble, il y a 3 ans, sur un petit projet qui faisait partie de l'opération La Route des Écoles. Donc, à l'époque, c'était une opération qu'on avait lancée pour l'éducation, pour financer des projets d'éducation un peu partout à travers le monde. Et finalement, après, derrière, vous avez été, je pense, assez convaincus, parce que ça fait 3 ans maintenant qu'on travaille ensemble et on a dû financer plus d'une vingtaine de projets, je pense, quelque chose comme ça. Ce qui correspond en termes de montants, des montants vraiment importants et de plus en plus importants, donc c'est vraiment top. Et derrière, je pense, en tout cas auprès de la communauté Goodid et des internautes qui ont été sensibilisés à l'action, que lorsqu'un internaute, effectivement, comme le disait très bien Aurélie, voit qu'il veut faire un don, parce que c'est des gens qui rentrent dans une démarche, ils souhaitent faire un don, et que grâce à la marque, ils peuvent le faire, c'est une interaction entre l'humain et la marque qui est top aussi, parce que c'est la marque qui lui permet d'accéder à un service auquel il n'a pas forcément accès auparavant. Donc voilà. Exactement. Et ça génère, pour compléter et finir là-dessus, ça génère beaucoup du coup de retombées positives sur la marque. Et pour travailler dans un secteur qui n'est pas un secteur qui suscite spontanément beaucoup
d'enthousiasme, pour le dire comme ça. C'est vrai que toutes les campagnes qu'on fait avec Goodid permettent vraiment, en tout cas sur les réseaux sociaux, de générer beaucoup de réactions positives. Et ça, voilà, encore une fois, c'est quelque chose auquel un département communication ou en charge de la partie social media peut être vraiment très sensible. Merci beaucoup pour ce témoignage. Convaincu. Je propose de passer une autre question intéressante par rapport à l'évaluation de notre format. Il y a notamment Mathieu qui posait la question de est-ce qu'on a déjà évalué justement notre format. Je propose de rebondir par rapport aux études de YouGov justement qu'on a menées en 2019 et qui sont du coup disponibles sur notre site. Oui, tout à fait. On pourra de toute façon envoyer la présentation si elle le souhaite aux participants et puis quelques liens sur l'étude. Et en effet, c'est disponible sur un site B2B. En fait, on a mené plusieurs études fin 2019 pour vraiment mesurer l'impact du format solidaire, puisque c'est vrai qu'on savait que c'était bien et que ça fonctionnait. Et c'est encore mieux de le prouver. Et du coup, on a exposé 500 personnes à une publicité assez classique pour de la banque assurance sans notre format et un panel de 500 autres personnes à la même publicité mais avec notre format. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est qu'on gagne plus de 7 points d'agrément à la publicité. La marque est considérée comme 3 fois plus solidaire, comme 2 fois plus responsable. Et il y a aussi, du coup, une vraie valorisation du message. Et en fait, tous ces résultats positifs sur la marque et la publicité, ils sont aussi un levier pour le business, puisque derrière, on va gagner plus de 11 points en intention d'achat et aussi plus de 5 points en certitude d'achat sur des études qu'on a pu mener sur des marques de grande consommation. Donc, c'est vrai qu'en plus de générer une bonne action, le format solidaire a un réel impact sur la marque et potentiellement sur le business aussi. Donc, c'est ce qu'on dit, c'est business for good et good for business. Après, il est possible de faire des post-tests du coup à la fin de chacune des campagnes. On le propose. Alors, c'est cofinancé par Goodid et par la marque du coup. Et notamment en programme à Good, donc c'est notre format programmatique ou sur le gré à gré même. C'est quelque chose qu'on essaie de généraliser parce que c'est vrai qu'on n'est pas là pour créer un format sur lequel on va débattre sur des taux de clics ou des taux de vente ou quoi. Ce n'est pas l'objectif de Goodid. L'idée, c'est vraiment d'apporter une valeur à l'internaute. Et en apportant cette valeur à l'internaute, grâce au don à une association, la marque va se voir gagner en positivité aussi. Et c'est là-dessus qu'on peut apporter une vraie valeur ajoutée avec Goodid. C'est en montrant l'utilité de la marque que derrière, elle va y gagner avec notre format. Et donc, c'est vrai que ça se mesure plutôt par des sujets qualitatifs ou quantitatifs via nos études. Mais on le propose vraiment à la fin des campagnes. Et je pense que c'est très bien, en tout cas, si on travaille avec une agence média de le faire ou un annonceur. Parce que c'est vrai que c'est là où l'annonceur peut voir vraiment la pertinence de passer par ce format. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une question qui, je crois, est passée à la trappe de Maurice qui nous a demandé à 3h moins le quart, ne pensez-vous pas que le revenge spending va prendre le pas sur les bonnes résolutions, à l'image de ce qui vient de se passer à la boutique Hermès de Guangzhou? Donc, en effet, certains endroits de Chine sortent du déconfinement et il y a la queue devant certaines boutiques. Et puis, on en parlait tout à l'heure aussi avec McDo, Burger King, etc. Il y a certaines personnes pour qui c'est moins important et il y en a qui vont avoir envie de retrouver leur vie d'avant comme elle l'était ou peut-être de consommer plus. Nous, on n'est pas du tout juge de ces comportements-là. En revanche, ce dont on a envie chez Goodid et notre vision, c'est que les gens qui ont envie de s'engager puissent le faire. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'on leur propose un levier pour qu'ils puissent donner gratuitement grâce à la publicité. Voilà. Je me permets juste de prendre la parole pour répondre aussi à une question de Didier Rolls. J'ai déjà répondu au début de la question sur les partages en fin de don sur site et application. Donc ça, c'est comme vous le disiez Aurélie, ça vous permet en fait d'avoir aussi une visibilité en fait positive sur vos réseaux sociaux et faite de façon totalement en fait volontaire de la part de notre communauté. Et sur la question, quelle est la répartition des donateurs via l'appli ou via le web? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut s'accorder en début de campagne.
sur cette répartition-là. Et en termes de fonctionnalités particulières sur nos environnements Goodid, donc applications et sites, en fait, sur notre site et nos applications, vous avez ce module de partage justement et vous aurez aussi accès à tous les projets qui ont été financés par Goodid. On a également un blog Medium sur lequel on donne en fait des feedbacks sur les projets qui ont pu être financés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, d'avoir un retour en fait concret des projets financés par les annonceurs et qui peuvent faire aussi là l'objet de communication justement de la part des marques. Et sur le site, voilà, vous pouvez retrouver aussi un espace transparence sur lequel nous, on vient publier tout ce qui est attestation de dons, toutes ces choses-là qui sont importantes pour notre communauté et qui viennent vraiment montrer que l'engagement des marques est réel en passant par Goodid. Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Merci beaucoup Elvire. Du coup, écoutez, on avait promis aux intervenants notamment que le workshop webinar Good Life durait à peu près 1 heure. Donc, on en est à 1h50, donc quasiment 2. Donc, on va libérer tout le monde parce qu'en plus, on sait que parfois, je pense, vous avez peut-être des métros à prendre ou des trains ou plein. Non, je plaisante. Évidemment, on n'a pas tout ça malheureusement. De ses enfants ou ce genre de choses. Voilà, mais il y a des choses tout à fait importantes aussi à faire. Donc, du coup, ce qu'on vous propose, c'est si jamais vous avez d'autres questions, on vous enverra nos contacts, nos mails, téléphones, etc. pour que, voilà, on est complètement disponible pour toute question ou quoi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été autant à participer. C'est très cool de voir que ce sujet plaît et sensibilise. Je pense qu'il faut vraiment profiter de cette période, au moins un petit peu comme le Weiji chinois. Donc, on est dans une crise. C'est une situation qui est complexe. Essayons au moins de la transformer en minimum, en ce qu'on peut transformer en partie positive. Donc, essayons d'en tirer le positif qu'il y a. Et donc, essayons de le faire durer sur le long terme pour sensibiliser les entreprises, les consommateurs à des gestes plus solidaires et plus responsables. C'est ce qu'on fait avec Goodid et on est très content que ça vous anime aussi. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, à dispo pour toute question. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.